On reconnaît un grand film à l'état dans lequel on sort de la salle de cinéma, à ces quelques instants où l'on marche en repensant à ce qui vient de se produire devant nos yeux, où l'on peine encore à trouver les mots pour exprimer notre ressenti véritable, où l'on regarde nos compagnons de séance en espérant qu'ils aient autant apprécié que nous. On les reconnaît à l'envie qui nous prend de retourner le voir au plus vite, et de convaincre tous nos proches de nous imiter. Pour moi, Le Comte de Monte Cristo a été l'un de ces grands films. Il m'a pris au cœur et à la gorge, et j'ai retrouvé le soleil de juillet avec un magnifique sourire sur les lèvres, un effet qui se reproduit après ma deuxième séance. Je ressentais une joie véritable, une envie de vivre, d'espérer et d'aimer. Le Comte de Monte Cristo est un monument absolu de la littérature française, connu dans le monde entier. Il est un modèle de l'histoire de vengeance du justicier masqué, à l'inspiration de nombre d'œuvres célèbres. Avec pas moins de 1600 pages et une intrigue complexe étalée sur le temps long, l'adapter était un défi de taille. De nombreux réalisateurs s'y étaient déjà essayés avec plus ou moins de succès. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière ont de plus fait un choix audacieux, se limiter à un seul film, d'une durée de 3 heures. Et comme tout choix audacieux, cela demandait des sacrifices. Excite le suicide de Fernand de Morcerf, la romance d'Édée avec Edmond, les thèmes de la politique du 19e siècle, les personnages de Noirtier ou Bertuccio, pour faire place à une intrigue épurée, où l'on se concentre davantage sur la préparation et la réalisation de la vengeance du comte. Avec des surprises peut-être moins nombreuses que dans le roman, mais un enchaînement de péripéties logiques, qui participent à rendre la fin du film jouissive, tant elle clôture bien le long métrage. La structure narrative du film se divise en 3 actes distincts: la déchéance d'Edmond Dantès, son emprisonnement et sa vengeance. Après une scène de sauvetage en mer, il s'ouvre sur des scènes colorées et joyeuses, avec de superbes images maritimes. Nous découvrons un protagoniste valeureux et plein de cœur, magnifiquement interprété par Pierre Ninet. Un fils de nourrice qui est parvenu à s'élever grâce à ses qualités et son travail, qui fait la fierté de son vieux père et qui trouve l'amour. L'aide de son cœur, Mercedes, est une jeune femme de noble famille, la cousine de son meilleur ami, Fernand de Morcerf. Après sa promotion de capitaine, ils peuvent enfin assumer leur liaison au grand jour, prévoir de se marier, se tourner vers un avenir commun. Pour Edmond, c'est l'amour de sa vie, l'âme sœur avec laquelle il compte passer le restant de ses jours. Mais pour son ami Fernand, c'est une trahison impardonnable. À l'annonce de l'union entre Mercedes et Edmond, il peine à cacher son dépit, tente maladroitement de s'opposer à cette idée. Il a le cœur brisé, lui qui aimait secrètement sa cousine. Il se prend de jalousie pour ce sans-nom qui vient lui prendre ce qu'il espérait plus que tout au monde. De nombreux indices de cette jalousie apparaissent à l'écran. Ses regards perdus, son étreinte timide avec Edmond. Lorsque son ami porte un toast, il tend son verre vers Mercedes, mais elle l'ignore. Dans un plan de quelques secondes, on le voit marcher seul dans la campagne, les yeux remplis de larmes. Une jalousie que les deux amoureux ne verront pas plus que Fernand a vu venir leur rapprochement. Un autre homme jalouse le succès d'Edmond, Danglars, son ancien capitaine. Il est celui qui a pris son poste et décide de l'accuser de complicité à la cause bonapartiste. Il trouve un allié inattendu, le procureur de Villefort. Pour protéger sa réputation, ce dernier accepte d'enfermer Edmond. Le jeune marin est arrêté au beau milieu de son mariage, arraché à sa bien-aimée. Fernand le suit pour venir protester devant le procureur. Cependant, il se laisse rapidement convaincre à la cause des deux traîtres. Il écrit une lettre de dénonciation, autant par dépit amoureux que pour attachement à la réputation de son nom. Le sang des Morcerf ne doit pas se mêler au sang des Dantès. Sans avoir pu se défendre, Edmond se retrouve enfermé dans l'obscurité du château d'If. Il se morfond dans une cellule étroite, survit en gardant le souvenir du sourire éclatant de Mercedes et de l'immensité bleutée de la mer. Au milieu d'un film coloré et lumineux, où le ciel est bleu et le sang est rouge, ce passage dans l'obscurité est d'autant plus marquant. Ce jeu autour des couleurs et images, notamment grâce à la mer, est l'une des grandes forces du Comte de Monte Cristo. Elle empêche l'impression des décors reconstitués qui se dégagent parfois des films historiques. Après plus de 3 ans d'enfermement, le prisonnier entend un grattement lointain et s'anime, pris de folie. Dans cet enfer, se pourrait-il qu'il y ait un autre? Puis il croise un regard humain, et s'attaque au mur de toutes ses forces. Quelques heures plus tard, il s'enclote dans les bras d'un vieux prisonnier, l'abbé Faria. Cet érudit raccroche aussitôt Edmond à la réalité. Cela fait 3 ans qu'il est enfermé loin des siens, de son aimé. Il lui redonne un espoir de liberté avec le creusement de son tunnel. Rapidement, il se met en tête d'éduquer le jeune homme et devient son mentor. Dès les premières scènes, nous avions compris que la transmission, et plus précisément la filiation, serait un thème important du film. L'armateur ayant décidé de faire Edmond capitaine, en avait profité pour transmettre ses valeurs à son fils, caché sous la table. Cette éducation, ce discernement, le héros en a manqué. Avec moins de naïveté, il aurait peut-être pu échapper au complot, lire la jalousie dans l'âme de ses proches. L'abbé Faria lui apprend tout ce qu'il sait, les langues, l'histoire, les mathématiques. Le film nous le montre subtilement, avec l'ajout d'innombrables inscriptions sur le mur de la cellule après l'ellipse. Pendant toutes ces années, Faria apprend à son élève que les connaissances sont les armes les plus puissantes qui existent. Une leçon que semble confirmer la suite du film, car, sans ce savoir, tout l'or du monde n'aurait pu permettre à Edmond de se venger. Pourtant, l'abbé Faria échoue à transmettre son message le plus important, le pardon. Lui a accepté l'injustice de son destin grâce à Edmond. Le jeune homme est le soleil d'une vie triste,
qu'il voit comme un cadeau divin. Grâce à lui, il pardonne et meurt apaisé. Il veut qu'Edmond profite de ce qu'il n'a pu avoir, une vie heureuse. Lorsqu'il lui confie l'emplacement de son trésor, il lui demande ce qu'il fera de cet argent, en espérant qu'il fera le bien. Il lui offre une nouvelle vie, une seconde chance, la possibilité de rattraper un peu du temps perdu. Après sa mort, Edmond s'évade en prenant sa place dans le linceul, obtient la liberté qu'Osso Mentor n'a jamais eue. Lorsqu'il sort des eaux, il n'est déjà plus le même homme. Il nage, navigue, se rend jusqu'à l'île du trésor, l'île de Monte Cristo. Il se retrouve seul devant des paysages paradisiaques, le dos tourné à l'écran. À cet instant, son histoire n'est pas encore écrite. Il n'est pas encore devenu l'ange vengeur. Le monde est dans le creux de sa main. Il revient dans la maison familiale, y apprend la mort de son père, le mariage de Fernand et Mercedes. Il retrouve des témoins de l'époque et comprend la machination dont elle a été victime. Son cœur s'emplit de colère. Il revient dans l'église où il a été arrêté. Dans ce lieu symbolique du film, il décide de se venger de ceux qui lui ont volé sa vie. Plein de rage, il crie au crucifix « Je vais faire ce que tu n'as pas su faire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis. » C'est à cet instant qu'Edmond meurt pour de bon, remplacé par le froid comte de Monte Cristo. C'est dans cette même église que s'achèvera symboliquement sa vengeance dans sa lettre à Mercedes. Pour l'heure, Edmond se retire, prépare sa vengeance méticuleusement, retrouvant d'autres victimes de ses trois ennemis. Le premier est André, bâtard du procureur de Villefort enterré vif, sauvé de justesse par sa sœur. Enfermé dans un monastère depuis, il n'a qu'une hâte, se venger de son père. La deuxième est Haydée et son histoire n'est pas moins tragique. Fille d'un allié militaire de Fernand de Morcerf, elle a vu son père mourir sous ses yeux, trahi, avant d'être vendu comme esclave. Les jeunes gens voient en Edmond leur mentor. Lui, les utilise au service de sa vengeance, de leur vengeance. Il prépare un plan méticuleux pendant 5 longues années. Leurs cibles sont au nombre de 3, les 3 bourreaux d'Edmond, devenus amis proches. Et à chacun, on arrachera ce qui compte le plus à ses yeux. Pour le procureur de Villefort, grand instigateur dans l'emprisonnement d'Edmond, ce sera son honneur. Sa relation secrète sera dévoilée, ainsi que l'histoire de son fils abandonné. Pour Danglars, l'avare enrichi malhonnêtement, ce sera bien sûr son argent. Quant à Fernand, le frère de l'Edmond, ce sera son nom et sa famille. Les révélations de ses traîtrises et les manipulations de son fils les entacheront à jamais. Pour obtenir ce qu'il désire, le comte ne souhaite pas de sang, mais il y consentira. Au dilemme posé par Angel plus tôt dans le film, entre la vengeance et la vie. J'ai choisi la vie. il choisira la mort. Imité en cela par André, car le jeune homme n'a qu'une idée en tête, faire couler le sang de son géniteur. La connaissance de la haute société transmise par le comte n'est pour lui qu'un moyen d'accéder à sa vengeance, seul but de sa vie. Il sait depuis tout petit qu'il veut tuer son père, comme il le dit dès sa première rencontre avec le comte de Monte Cristo. Cela transparaît aussi dans la scène de la chasse. Alors que le cerf est à terre, le comte donne la dague à son protégé, l'armant symboliquement une première fois pour un crime. André avance jusqu'à l'animal et tue le cerf avec rage, en regardant son père droit dans les yeux, imaginant sans doute lui planter l'arme dans le corps. Après le procès où il révèle son identité au grand jour, sa détermination est faite. Il fait ses adieux à sa sœur, lui souhaite le meilleur et marche dans le couloir, dans les pas du procureur. Il l'assassine avant d'être abattu par un garde. Ce drame achève de convaincre Haydée du caractère vain de la vengeance du comte, qui vacille mais refuse d'abandonner son plan. Il est trop tard pour faire marche arrière. Cependant, un autre personnage va se mettre en travers de ses desseins, Albert. Le fils de Fernand et Mercedes est un personnage particulier. Un jeune homme romantique et sensible qui préfère le chant à la musique des armes. Et il est l'un des seuls hommes du film à refuser la violence de la vengeance. Lorsque son père et le comte essayent un pistolet, il ne tire pas. Lors de son duel avec le comte, non plus. Il pardonne sa bien-aimée, se sachant chéri en retour. Avec lui, Haydée se détourne de la vengeance qu'elle a toujours imaginée. Elle fait le choix inverse d'André. Ensemble, ils incarnent l'espoir de la jeunesse, la possibilité du pardon. Ensemble, ils offrent à Edmond la possibilité de quitter son chemin de vengeance. Mais pour y parvenir, il faudra l'intervention de Mercedes. L'amour d'Edmond l'a reconnu dès leur première rencontre. Elle reconnaît ses yeux, a chéri leur souvenir chaque jour des longues années qui ont suivi sa disparition. Elle perd ses moyens à chaque fois qu'elle le rencontre. D'autant que lui s'adresse à elle avec amertume. Il lui a promis de revenir lors de son arrestation et a toujours espéré qu'elle l'attende. L'avoir marié à son ennemi lui déchire le cœur. Dans une première discussion, elle lui demande pardon à demi-mot, avant de le supplier un peu plus tard en apprenant le duel voulu par Albert. Elle lui dit tout l'amour qu'elle a toujours eu pour lui, toute la tristesse qui la déchire, et le regard du comte change brusquement. Voyant la douleur et les larmes de celle qu'il a tant aimée, le vengeur froid et déterminé laisse percer son émotion. Malgré le passage des années, Edmond et Mercedes se retrouvent enfin. Il lui caresse la joue comme il l'a rêvé tant de fois dans sa cellule, peinant à croire qu'il s'agit de la réalité. Et il cède, non, il ne se vengera pas. Lui qui voulait faire payer au fils les crimes de leur père décide d'offrir à Haydée et Albert la liberté qu'ils méritent. Le film achève le passage d'une idée de la justice fondée sur la vengeance à une nouvelle, où prédominent l'amour et le pardon. Ces derniers mots seront ceux d'Edmond, lus par Mercedes. Albert et Haydée vivront l'histoire que nous n'avons pas pu vivre. Bonheur à nos enfants, qui vont nous survivre et goûter la douceur de l'amour.